Déjà, il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un service ou un produit pour savoir s'il y a un marché. Les stats, elles montrent que 99% des réponses sont dans les 3 premiers messages. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de méthode miracle, il y a beaucoup de régularité, beaucoup de rigueur. Il y a une partie des prospects qui ne vont jamais convertir. Et moi, je m'en fiche, mon but, c'est d'avoir la moitié de mes utilisateurs qui restent en gratuit. C'est pas grave. Ils ont 80% de leurs utilisateurs qui sont gratuits. Mais les 20% génèrent plus de valeur que s'ils avaient 100% de leurs utilisateurs en payant. Il faut tester des canaux, trouver celui qui marche le mieux, le maîtriser parfaitement et ensuite en ajouter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois Toinon Georget. Toinon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Youssef. Avec grand plaisir. Je suis très content de te recevoir. Tu es le fondateur de l'ex-prospecting du nouveau Wallaxy. Tu es vraiment un boss en prospection et ce que j'aime bien, c'est ton... J'ai l'impression que tu arrives à fédérer autour de toi toute une belle équipe et chaque fois que quelqu'un travaille avec toi, il y a une belle énergie qui se dégage et ça a l'air vraiment hyper cool. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on puisse discuter des différentes étapes de l'entreprise, vu que tu as eu une croissance qui était assez rapide. Donc, on pourrait garder ensemble ce qu'il en est. On va passer en revue les différentes étapes pour, euh, pour une entreprise, pour voir un peu comment elle ferait pour avoir une évolution aussi belle. Mais avant tout, je vais d'abord te laisser te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore. Ouais, ça marche. Du coup, tu l'as dit, je suis CEO de Wallaxy, donc Wallaxy ex-prospecting. On fait un outil d'automatisation de la prospection, principalement sur LinkedIn et par email. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, les business développeurs, les freelances à trouver de nouveaux clients, à générer des réponses de prospects qui sont intéressés pour ensuite les convertir vers des clients, vers vendre leurs services ou leurs produits. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes dans l'équipe. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on existe et on est autour de 4 millions de revenus annuels. C'est Ça, vraiment une... c'est pour nos chiffres. Et ce qui va peut-être intéresser ton audience, c'est qu'on n'a pas levé de fonds. Donc, on est en fonds propres. Donc, on est sur des stratégies de croissance qui ne sont pas celles des grosses startups qui lèvent des dizaines de millions et qui n'ont pas forcément les mêmes stratégies d'acquisition et de croissance. Nous, on va chercher toujours une notion d'efficience et de capital efficience, comme disent les investisseurs, qui est essayer de maximiser en fait le revenu que tu génères avec un minimum de capital. Justement, c'est ce côté un peu débrouillard, on va dire, par rapport dans un écosystème où tout le monde a cette facilité d'aller chercher des millions en levée de fonds, sachant que ton projet, franchement, je pense que si tu vas les chercher, tu les auras parce que c'est quelque chose d'assez efficace en termes de technologie. Moi, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà vu comment ça marchait et je sais qu'il y a une grosse demande là-dessus. Donc, ça aurait pu fonctionner, mais j'aime bien le parti pris, le choix que tu as fait, que tu as assumé complètement qui est de dire, voilà, on va le faire ensemble et pas besoin d'argent, on va juste le faire avec les équipes. On reviendra là-dessus. J'aimerais juste maintenant, pour commencer un peu à rentrer dans le sujet, je me mets à ta place il y a 2-3 ans et comment tu as fait pour lancer une entreprise et surtout, toi, on va parler un peu de ton expérience, mais qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour une personne qui est en train de regarder et qui se dit, voilà, j'ai envie de faire mon entreprise, je suis en plein lancement, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quels sont les bons conseils, comment tu vois les choses? Ouais. Nous, déjà, on a commencé sur un business qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. On était dans le tourisme. Donc, on développait une app pour les campings. Je te passe les détails. J'ai lancé la boîte avec un pote de promo quand on était encore dans nos études. On a arrêté nos études. Enfin, moi, j'ai arrêté mes études pour continuer la boîte. Sauf que ce premier projet n'a pas du tout marché. Et en fait, c'est en travaillant sur ce premier projet qu'on a eu besoin de prospecter, donc comme un paquet de startups. Pour définir la différence entre prospection et acquisition, parce qu'on va utiliser ces 2 termes, la prospection, tu es vraiment dans une logique de contacter des gens qui ne te connaissent pas pour essayer de mettre en avant ton service, d'avoir une interaction avec eux et potentiellement d'essayer de leur vendre ton produit ou ton service. Alors que l'acquisition, c'est un concept plus global qui inclut la prospection, mais qui peut aussi inclure le référencement Google, la publicité, les salons, etc. Donc, la prospection est un sous-concept, on va dire, de l'acquisition. Et donc, à ce moment-là, on avait besoin de prospecter des campings et des hôtels. Donc, on est allé sur LinkedIn, on a commencé à prospecter manuellement, à envoyer des invitations à des gérants d'hôtels, à des gérants de camping. Et on s'est rendu compte que c'était très chronophage.
et qu'on avait besoin d'un outil pour le faire. Donc, on a développé un truc en interne qui était au début uniquement prévu en fait pour notre usage personnel. Et en parlant à d'autres boîtes autour de nous qui avaient aussi les mêmes besoins, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché. Et donc, on a lancé cette première version qui était Prospecting en bêta. C'est allé assez vite. Et dans cette phase-là, on a eu une forte traction. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de traction sur ce nouveau produit que sur le premier sur lequel on travaillait. Donc, on s'est recentré, on a pivoté, ce qu'on appelle, et on a mis toute notre énergie sur Prospecting. Et depuis, on a lancé pas mal d'outils différents. Donc, on a fait pas mal d'erreurs, ça c'est sûr. Voilà, surtout dans la première phase de la boîte, où justement, on a un peu cumulé tout ce que tu ne dois pas faire. Ensuite, dans Prospecting, on s'est un peu amélioré, mais on a encore fait pas mal d'erreurs. Et dans ces erreurs, entre guillemets, un des trucs qu'on a fait, c'est de vouloir lancer des nouvelles solutions régulièrement. Donc, on a lancé un outil pour obtenir des likes et des commentaires sur LinkedIn. On a lancé une messagerie LinkedIn améliorée. On a voulu lancer d'autres outils. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la chose à faire parce que ça nous défocalisait de notre mission principale qui était générer de la valeur pour nos clients actuels, principalement sur Prospecting. Mais en faisant ça, on a développé en interne un process qui nous permet de lancer des outils super vite sur le marché. Et du coup, c'est pour ça que je viens là-dessus, parce que peut-être ça répond à ta question, qui sont comment on lance un business au début. Et quand tu n'as pas encore de clients, comment tu peux démarrer des trucs. Et nous, on a mis en place plein de choses en interne qui marchent vraiment super bien pour faire ça. Déjà, il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un service ou un produit pour savoir s'il y a un marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais tu peux, ce qu'on appelle fake it until you make it. Donc, tu peux facilement aujourd'hui créer une landing page avec un WordPress ou un Wix. En une demi-journée, tu as défini ton discours. Donc, tu brainstormes un peu et tu définis, OK, c'est quoi le besoin auquel je veux répondre, la problématique. Donc, toujours commencer avec une problématique utilisateur, problématique client, ce que tu résous et pas les features que tu veux proposer. Les features, ça vient toujours en dernier. Et ensuite, la solution, qu'est-ce que tu apportes? Tu fais gagner du temps, tu fais gagner de l'argent, tu fais gagner des compétences. Qu'est-ce que tu apportes à ton client final? Et ensuite, tu mets ça dans une landing page et tu héberges ça sur un nom de domaine. Donc, en gros, en une journée, ça c'est fait. Et tu prends un outil de prospection LinkedIn et tu vas contacter les gens que tu penses être ta future cible. Potentiellement, tu définis différentes cibles et tu segmentes en différentes listes. Donc, tu vas avoir cible 1. Donc, je ne sais pas, par exemple, si on prend l'exemple de la formation, tu veux vendre une formation en SEO. OK, bon, tu vas essayer de dire, OK, est-ce que je cible les gens qui sont déjà rédacteurs SEO? Donc, je vais cibler une première liste rédacteurs SEO. Une deuxième, je vais dire, OK, peut-être que les freelances ou les entrepreneurs qui veulent lancer leur business, ils ont besoin de compétences en SEO. Donc, pour ceux qui ne savent pas, SEO, c'est référencement Google. Donc, c'est se positionner dans les moteurs de recherche. Et je ne sais pas, tu vas dire un troisième truc, peut-être je cible les étudiants en digital marketing qui veulent se spécialiser dans le SEO. Donc, tu as 3 audiences différentes que tu penses être tes clients potentiels. Et tu vas aller les contacter sur LinkedIn en disant « Ah, salut Youssef, j'ai vu que tu étais rédacteur SEO. Voilà, je lance une formation. Qu'est-ce que tu rechercherais dans une formation SEO ?» Et tu vas prendre le besoin et essayer de les envoyer vers ton site. Et sur ton site, tu vas juste mettre un formulaire qui permet aux gens de s'inscrire en laissant leur email en disant « On lance bientôt notre formation. Inscrivez-vous pour recevoir un email. » Et juste en faisant ça, sur quelques semaines, tu vas déjà prendre énormément de retours d'utilisateurs potentiels. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire « Ah, bah moi, les formations SEO que j'ai faites jusque-là, elles étaient nulles pour ça, 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 je n'ai pas trouvé ça, j'ai besoin de ça, etc. » Donc, tu vas pouvoir affiner ton produit et ton offre. Et tu vas avoir commencé à collecter des leads, donc avoir des gens qui sont intéressés potentiellement par ce que tu vas proposer, qui vont s'inscrire. Et en fait, en faisant ça, tu vas déjà être capable de mesurer le besoin, c'est-à-dire si tu as contacté 1000 personnes et que tu as une personne qui s'est inscrite sur ta landing page, ça n'a pas l'air de générer un intérêt massif. Si par contre, tu commences à avoir 10, 20, 30 personnes, ça commence à être des chiffres qui sont intéressants. Et donc, tu vas pouvoir à la fois avoir un feedback quantitatif, c'est combien de gens se sont inscrits sur combien de gens j'ai contacté, et un feedback qualitatif que tu vas interagir avec des clients potentiels de ta formation ou du service que tu veux proposer directement sur LinkedIn. Et donc, tu vas commencer à construire un réseau de gens qui correspondent à ton audience finale et qui te font des retours en te disant « Ah non, mais je ne veux pas en entendre parler, les formations SEO, c'est du bullshit » ou à l'inverse, tu vas pouvoir vraiment construire ton besoin. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et typiquement, sur le deuxième produit qu'on a lancé, on a réussi à avoir plus de 2000 bêta-testeurs alors que le produit n'existait pas. Et il était en cours de développement. Et en fait, on avait 2000 personnes inscrites sur notre landing page pour être averties du lancement de la bêta, juste 100% avec de la prospection sur LinkedIn. Et donc, ici, si je comprends bien, en termes de taux de réponse attendu, il n'y a pas vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une formule magique, mais d'après ce que j'ai compris, une histoire de 2-3% de réaction, on va dire, du marché,
c'est déjà un très très bon signe, c'est ça? Ouais, je pense que si tu as 2-3% de gens qui s'inscrivent sur ton site, ça veut dire qu'ils ont accepté ton invitation sur LinkedIn, ils ont cliqué sur ton lien, ils ont visité ton site et ils s'inscrivent. 2-3%, tu es sur des taux qui sont très intéressants et il y a quelque chose qui se passe. Ton message est clair. Et l'échantillon moyen, on va dire, que tu conseilles, toi, quand on commence, ce serait minimum combien? Il n'y a pas de minimum, mais disons qu'aujourd'hui, avec un outil d'automatisation, tu peux contacter 500 personnes par semaine. Donc, si tu fais ça sur un mois, tu es déjà à quasiment 2000 personnes contactées sur LinkedIn. Tu commences déjà à avoir un échantillon qui est assez intéressant. Ça va dépendre de la qualité des prospects que tu contactes. C'est-à-dire qu'il y a quelques bonnes pratiques pour trouver les bonnes personnes sur LinkedIn et arriver à les contacter. On pourra partager, si tu veux, des articles qui t'expliquent comment bien faire une recherche LinkedIn. On ne va pas rentrer dans ce détail maintenant. Mais il y a quelques bonnes pratiques qui vont te permettre d'avoir des matchings entre ce que tu cherches et ce que tu trouves qui correspondent bien. Et plus ça s'est élevé, moins tu as besoin de contacter de volume, entre guillemets, parce que plus ton audience, elle est bien précise, quoi. L'important, c'est de ne pas aller contacter tout le monde. C'est vraiment de se faire une idée en tête de qui est son client potentiel et d'aller le chercher sur LinkedIn en faisant les bonnes recherches et en segmentant bien pour avoir un message par audience potentielle et essayer de déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux. D'accord. Et en termes d'incentive, on va dire, de petits tips qui permettraient d'augmenter ce petit pourcentage, j'imagine, voilà, toi, ici, tu as réussi à avoir 2000 bêta-testeurs. Est-ce que tu promettais quelque chose par la suite aux bêta-testeurs ou est-ce que c'était vraiment juste le fait de promettre, juste, on va dire, comme tu as dit, les bénéfices que ramène ce produit ou est-ce qu'il y a quelques petits trucs comme ça que tu pourrais apporter en plus? Ouais, il y a une bonne astuce quand tu vas chercher des bêta-testeurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que l'humain, il a souvent envie d'aider. Et en fait, tu préfères que quelqu'un vienne te voir en te disant Salut Youssef, je lance la bêta de ma formation SEO et j'aimerais bien avoir des retours d'entrepreneurs pour savoir comment l'améliorer. Est-ce que tu pourrais me faire un feedback? Et tu vas être beaucoup plus enclin à me répondre que si tu dis Salut Youssef, j'ai lancé ma nouvelle formation, tu veux l'acheter, clique ici. Et en fait, cette stratégie-là, un peu d'humilité, d'aller voir les gens qui sont ton audience potentielle et dire bah voilà, je suis en train de faire un truc, j'ai envie de répondre à une de tes problématiques. Est-ce que tu peux me donner un feedback et m'aider à améliorer? Et en fait, tu as des taux de réponse et des gens qui sont hyper volontaires pour t'aider. Et donc, l'approche, quand tu es en phase de bêta, donc nous, on est sur du logiciel, c'est un peu différent. Mais si tu fais une formation, tu peux très bien dire les 100 premiers, ils ont la formation gratuite, c'était bêta-testeur. Et je pense que c'est bien de le faire parce que ça va t'amener à la fois beaucoup de feedback, donc des gens qui vont te permettre d'améliorer significativement ta formation, et aussi un peu de bouche à oreille, c'est-à-dire que si ta formation elle est bonne, les gens qui ont eu accès à la formation gratuite, ils vont en parler et ils vont potentiellement t'amener une autre base d'utilisateurs. Et donc, c'est assez intéressant parce que même si dans tes 100 personnes qui s'inscrivent sur ta bêta gratuite, tu n'en as que 10 qui sont vraiment fans de ton truc, ces 10-là peuvent t'amener des audiences similaires que tu n'avais pas identifiées. Ça peut te driver un petit peu ta croissance initiale et ta traction. Donc, c'est assez intéressant de faire ça et d'avoir cette approche vraiment. Voilà, je lance mon truc. Je suis pas Jeff Bezos. Je suis pas Elon Musk. J'ai plein de trucs à apprendre. Voilà, je pense que j'ai une formation qui est quali. J'aimerais bien avoir du retour pour m'améliorer. Ça marche vraiment bien. Et ça marche sur tous les domaines. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, en ce moment, je recrute un head of support. C'est la première fois que je recrute un profil senior. Du coup, je contacte d'autres CEO de gros startups en France. Je leur dis, bah voilà, salut, je suis en train de recruter mon premier head of support. Je voulais savoir comment toi, tu l'avais fait et quels conseils tu pourrais me donner. Et en fait, en faisant ça, tu récupères plein de feedback de gens qui disaient bah vas-y, on prend un call, je te donne mes conseils, etc. Et c'est assez impressionnant de voir comme l'humain, il a envie d'aider. Et donc, cette approche-là est vraiment très efficace. C'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. En fait, on a l'impression Ouais, que tout le monde est occupé, personne ne veut aider, alors que c'est vrai que tout le monde n'est pas disponible. C'est pas par méchanceté. Il y a certaines personnes qui refusent d'aider, bien mais pour sûr. la plupart, soit elles sont occupées, soit elles aident vraiment avec grand plaisir. Et c'est quelque chose qu'il faut juste aller provoquer, aller demander. Et au final, Mm. je peux parler par expérience, on a vraiment de belles surprises par la suite. De manière générale, quand tu montes un business, il y a un truc qui est beaucoup oublié, particulièrement avec le digital, c'est de te dire en face, que ce soit tes prospects, les gens qui voient tes posts LinkedIn, tes futurs clients, c'est des humains. Et donc, il y a un travail d'empathie, de se mettre à la place de ces gens-là et te dire, si on me prospecte en voulant vendre absolument une formation, comment je réagis? Non, je ne clique pas. Si on me prospecte et qu'on me demande de l'aide, c'est valorisant en fait aussi pour la personne. C'est-à-dire, tu as des choses à m'apporter, tu n'es pas juste un prospect à qui je veux vendre ma formation, tu es un humain qui a des choses à m'apporter, moi en tant qu'humain, et en fait c'est hyper valorisant.
Et tout ce concept-là, de manière générale, dans tout business, c'est fondamental. C'est-à-dire comment tu traites tes clients une fois qu'ils sont clients, dans leur expérience client, quel message tu leur adresses. Tous ces trucs-là, si tu as cette capacité d'empathie et te mettre à la place de la personne en face de toi et de lire ton message, de lire ton site, de vivre l'expérience client que va avoir ton client et vraiment te mettre à sa place, derrière, ça débloque un paquet de choses. Il n'y a pas de hack ou de méthode, mais quand tu as fait ça, derrière, tu es bien meilleur en fait, dans tout ce que tu fais parce que tu as ce truc de se dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que si je suis mon propre client, j'ai envie d'avoir cette expérience-là? C'est vrai que ce côté humain, de se mettre toujours à la place de l'autre, ça permet de faciliter en fait tout le travail par la suite et en termes d'efficacité sur les résultats, on le remarque assez rapidement. Je me posais une question. Maintenant, voilà, j'ai envie de commencer sur LinkedIn. J'ai un produit, j'ai envie de me lancer. Je pense que l'outil à prendre, c'est vraiment Wallaxy. Est-ce que pour toi, enfin, vous avez des séquences, tu conseilles genre deux, trois messages de relance, ou faites ça totalement en email, ou est-ce qu'il faut rajouter la personne? Est-ce que tu as un exemple de séquence comme ça que tu peux nous présenter? Alors, comme tu peux imaginer, il n'y a pas de séquence parfaite, ça n'existe pas. Ça dépend toujours du cas d'usage. Nous, les stats, elles montrent plusieurs choses. Déjà, si ton message n'est pas hyper personnalisé, il vaut mieux pas de mettre de note d'invitation. Donc, nous, on ne gère pas les emails. Les emails, c'est une feature hyper chère de LinkedIn où ça arrive dans la messagerie, c'est marqué sponsorisé, personne ne répond. C'est vraiment nul, ça ne sert à rien. Donc, nous, on utilise vraiment que les invitations classiques sur LinkedIn et les messages. Aujourd'hui, tu as à peu près 10% d'acceptation en plus si tu n'envoies pas de note d'invitation quand tu utilises un outil d'automatisation. Donc, c'est-à-dire quand tu as une capacité à personnaliser ton approche qui est assez limitée. C'est-à-dire que si tu peux faire de l'ultra-personnalisation manuellement, c'est mieux. Si tu utilises un outil, pas de note d'invitation. Et ensuite, les stats, elles montrent que 99% des réponses sont dans les 3 premiers messages. Donc, au-delà de 3 messages de relance, c'est juste du spam. Et en fait, la personne n'a pas envie de te répondre. Et si elle te répond, c'est juste pour te dire d'aller te faire voir. Donc, c'est pas très intéressant. Et en plus, si tu es dans une approche de début où tu essaies de construire ta marque, harceler les gens, ce n'est pas une bonne stratégie. Et en général, tu as assez de prospects potentiels pour ne pas avoir besoin de harceler les mêmes personnes. Donc, on va dire une invitation sans note et 2 messages. 3 messages si jamais tu veux avoir une relance. Ça dépend comment on construit ton approche. En général, moi, j'aime bien les questions ouvertes ou tout ce qui a pour objectif de créer une conversation. Surtout si tu es au début de ton business, parce que ce dont tu as besoin, c'est du feedback. C'est des gens qui te disent ce qu'ils pensent de ce que tu es en train de faire. Et donc, ton but, ce n'est pas forcément de vendre au début, c'est de comprendre la psychologie de ton futur client pour essayer d'adapter ensuite ton business à ces futurs clients-là et définir à qui tu veux vendre. Et du coup, la question ouverte de dire, salut Youssef, je suis en train de lancer une formation dans le SEO. D'après toi, qu'est-ce qui manque dans les formations SEO que tu as faites avant ou pourquoi tu ne t'es pas encore lancé dans le SEO ou est-ce que tu t'es déjà lancé dans le SEO et sinon pourquoi? Et tu vas avoir cette approche de questions ouvertes où tu veux prendre le besoin. Et après, si la personne elle commence à interagir avec toi, là, tu peux dire, voilà, est-ce que tu pourrais me faire un retour sur ma formation? Donc, j'aime bien un premier message assez ouvert. Et si la personne ne te répond pas, ouais, je voulais juste te faire un follow-up. Voilà, la formation que je suis en train de lancer, c'est sur ça, ça, ça. Est-ce que c'est des sujets qui te parlent? Et ensuite, un petit dernier message. Est-ce que tu as bien eu mon message? Je ne veux pas te harceler ou te déranger, mais voilà, peut-être tu as raté mon message. Donc, je me permets de te relancer une dernière fois. Et là, tu as un truc un peu clean, pas trop harcèlement. Et tu vas avoir des taux de réponse qui sont intéressants. Quand on dit intéressant sur une séquence, si tu as 20-25% de taux de réponse, c'est bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ce 20-25%, je me dis sur un échantillon aussi grand. En termes de le pourcentage d'acceptation pour les invitations initialement, quand on a fait une bonne sélection, parce que je pense que Ouais, voilà, il faut bien définir son persona, sinon si je rajoute tout le monde, c'est ça. ça ne le fera pas. Tu as une idée d'un pourcentage d'acceptation? Ouais, nous, le pourcentage moyen, il est à 33% sur une base d'utilisateurs. Donc, c'est le pourcentage moyen. On va dire qu'en dessous de 20%, ce n'est pas très bon. Au-dessus de 50%, c'est très bon. C'est excellent. D'accord. Et je sais qu'il y a un petit hack qui se faisait avant quand je connaissais, on va dire, le marketing de bourrin. J'aime bien appeler ça comme ça. C'est créer un faux compte, histoire de garder son compte assez clean et ne pas garder une bonne image de ta personne sur LinkedIn. Donc, tu crées un autre compte et t'envoyer plein de messages, on va dire, sur LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose qui continue à être recommandé ou pas du tout, autant garder ton contact humain? Ça dépend de ton cas d'usage. Pour moi, si tu es en train de lancer ton business, fais-le avec ton propre compte parce que c'est ta propre personne. Tu vas peut-être avoir besoin de prendre en call tes futurs clients et tout.
Déjà, un faux compte, LinkedIn est très bon à bannir les faux comptes. Donc, si tu crées un compte et que tu vas harceler des gens, tu as de fortes chances de te faire bannir dans les jours qui suivent. Donc, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Pour moi, la création de faux comptes, elle vient dans une phase 2 qui est tu as trouvé ton client idéal. Tu as des gens qui ont déjà acheté ta solution et tu veux passer à l'échelle ton acquisition. Et donc, tu veux multiplier les volumes d'invitations et de messages que tu envoies. Et vu que tu es limité par contre, parce qu'il y a des limites pour éviter justement que les gens harcèlent les autres sur LinkedIn, bah, en gros, tu vas avoir une limite d'une centaine d'invitations par jour. Et donc, tu vas aller créer un deuxième compte pour multiplier par 2 ton nombre d'invitations. Donc, pour moi, c'est plus un second temps. Et pareil, on pourra partager du contenu. On a un article pour vous aider à créer des faux comptes qui perdurent dans le temps, justement, et qui passent sous les radars LinkedIn. Mais c'est vraiment une phase 2 pour moi. Et la phase 1, c'est prendre le feedback, interagir. Et voilà, le marketing de bourrin marche moins bien. On est une fois plus dans des humains où on cherche à créer une relation avec ses utilisateurs finaux, avec ses clients futurs. Et donc, mieux vaut avoir une approche un peu soft. Et on va avoir l'occasion de revenir un peu dessus avec la Content Factory, dont on va parler un peu plus tard. Mais LinkedIn, du coup, aujourd'hui, prospecter sur LinkedIn, c'est aussi créer ta future communauté, c'est créer ton audience. Et donc, tu vas aller chercher des gens qui sont ta future cible, qui sont tes futurs clients. Tu vas interagir avec eux. Et donc, si en plus, tu as une stratégie de contenu derrière qui va être de publier des choses sur ton sujet, on reviendra aussi dessus sur comment avoir une bonne stratégie de contenu. Tu vas avoir un cercle vertueux où en fait, tu as les gens avec qui tu vas interagir, qui vont voir tes posts, et tu vas créer cette boucle et cette communauté où les gens se structurent autour de ce que tu fais. Les gens qui sont intéressés par ce que tu fais se structurent autour de ce que tu fais et ça va vachement ensemble. Donc, tu as encore plus intérêt de le faire avec ton compte personnel. D'accord, parfait, c'est assez clair. Maintenant qu'on a réussi à définir voilà, notre produit, on l'a lancé, etc., il y a la fameuse question qui revient souvent, c'est le côté pricing. Comment définir en fait un pricing qui serait cohérent, qui intéresserait et l'entrepreneur enfin, et l'entreprise et bah, l'utilisateur final pour ne pas vendre des formations à 500 000 euros, quoi. Alors, pour le sujet de la formation, ce n'est pas du tout mon domaine, donc je ne pourrais pas forcément de bons conseils pour dire comment tu dois pricer ta formation. Ça, ce n'est pas forcément mon sujet. Nous, dans nos stratégies de pricing de logiciels, c'est assez différent. Donc, je peux t'expliquer un peu comment nous on fait, mais ça ne sera pas forcément hyper pertinent pour ton audience. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait en général quand on lance un produit, on met une phase de bêta gratuite pendant un certain temps, durant laquelle on grossit une base d'utilisateurs. Et ensuite, on regarde d'un point de vue de données, comment nos utilisateurs utilisent le produit. Et on essaie de prendre les utilisateurs les plus actifs, quelles sont les fonctionnalités qu'ils utilisent le plus. Et ensuite, on va structurer nos différents plans en fonction des fonctionnalités, on va dire, cœur. Et on va dire, en gros, le plan du milieu, c'est là où tu veux qu'il y ait un maximum de tes utilisateurs. Donc, c'est les fonctionnalités qui ont le plus de valeur. Ton plan, donc c'est ton plan 2. Ton plan 1, c'est un plan avec un peu moins de valeur qui est un peu limitant, mais qui n'est pas trop cher, qui va être un truc d'appel. Et ton plan supérieur, c'est ceux qui veulent toutes les features illimitées et tu vas les mettre dessus. Et ensuite, tu vas pricer. Là, c'est assez difficile à donner. Moi, j'aime bien dans les stratégies de pricing de commencer assez bas et de monter au fil du temps. C'est-à-dire qu'un pricing, c'est quelque chose qui évolue. Nous, on a augmenté 3 fois nos prix dans l'histoire de la boîte. Et à chaque fois, en fait, plus tu as de notoriété et plus ton produit, ton service s'améliore, plus tu peux te pricer haut. Et donc, tu as un vrai intérêt à, en fait, dès que tu commences à avoir du bouche à oreille, des gens qui recommandent ce que tu fais, à monter tes prix, parce que tu deviens une solution de référence. Donc, quand tu arrives et que personne ne te connaît, tu as intérêt à être pas trop cher. Il ne faut pas non plus enlever la valeur, particulièrement dans la formation. Il y a des sujets, et c'est pour ça que je ne maîtrise pas trop le sujet, il y a des sujets de si tu te prices trop bas, ta formation elle est perçue comme étant sans valeur. Donc ça, c'est des sujets que moi, je maîtrise moins et qui sont moins le cas sur le logiciel. Et nous, dans notre stratégie, on va arriver avec un prix assez bas. On va essayer de grappiller du marché et quand le produit va s'améliorer et que la notoriété va grandir, on va augmenter petit à petit les prix pour arriver à des sortes de prix paliers. Et jusque-là, on a noté que chaque augmentation de prix n'avait pas d'impact sur le nombre de nouveaux clients, mais avait du coup un impact significatif sur le chiffre d'affaires, parce que si on augmente nos prix de 10%, on n'a pas de nouveaux clients en moins et on a du coup 10% de chiffre d'affaires en plus. Un truc sur tous les prix qui sont des tarifs récurrents, nous, on n'augmente jamais nos prix sur la base d'utilisateurs existants. Donc, si tu as un abonnement à 20 euros et que l'abonnement il passe à 30 euros, il passe à 30 euros que pour les nouveaux clients. Tous ceux qui étaient sur l'abonnement à 20 euros, ils restent à 20 euros. Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce qu'il y allait avoir ce sentiment-là d'injustice où on va dire on s'engage pour un prix et puis de l'autre côté, il y a ce changement. Non, non. Il y en a qui le font. Moi, je ne suis pas trop partisan, particulièrement. Après, ça dépend aussi où tu cibles.
Aux États-Unis, ça se fait plus. En France, tu fais ça à tes clients, te défoncent, ils n'aiment pas du tout. Ouais, enfin, je peux comprendre en tout cas, en me mettant à la place du client, tu te dis, je me suis engagé sur C'est cette, sûr. sur cette qualité, on va dire, sur autant de features, avec ce prix-là, bah, je préfère le garder. Après, comme tu as dit, si tu augmentes, tu as les caractéristiques, si tu reçois un produit qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus complet, c'est vrai que ça, il y a une logique derrière de pouvoir augmenter les prix. J'aimerais passer maintenant que le prix est défini et on sait comment lancer un produit. Au côté vraiment acquisition, on a parlé un peu de la prospection, mais voilà, peut-être parler un peu de l'acquisition en général. Et si tu as d'autres choses nous apporter sur le côté prospection, on est prêt là. Ouais. Déjà, moi, donc nous, on aime bien parler du growth. Donc, on va dire que tout ce qu'on fait un peu, c'est autour du growth hacking, growth marketing. On adore ça. Et tu as un framework qui est très utilisé en growth hacking qui s'appelle AAARRR. Je ne vais pas rentrer en détail du concept, mais en gros, tu as awareness, c'est la personne entend parler de toi. Acquisition, elle arrive sur ton site ou elle s'inscrit ou elle télécharge. Activation, elle fait une première action qui va dans le sens de trouver la valeur de ton produit. Rétention, elle revient. Donc, par exemple, sur un réseau social, c'est qu'elle se reconnecte toutes les semaines. Revenu, elle paye. Et referral, elle fait du bouche à oreille. Et en fait, ce framework, il est assez intéressant parce que tu vois que l'acquisition, c'est qu'une toute petite partie du funnel. Et on a tendance à oublier ça. Et en fait, avant d'aller partir dans des stratégies d'acquisition de gros volumes, il faut t'assurer que ton funnel de vente, il est bon. C'est-à-dire que tu as des bons taux de conversion. Sinon, en fait, ça coûte très cher d'acquérir des nouveaux clients, particulièrement si tu es un solopreneur. C'est très, très cher. En fait. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça demande des moyens, ça demande des stratégies de long terme. C'est rarement à court terme. Et donc, tu as intérêt à bien optimiser ton funnel après. C'est-à-dire que t'assurer que quand tu as des gens qui sont intéressés par ton produit ou ton service, ils vont convertir derrière. Ça veut dire avoir un bon produit, ça veut dire avoir un bon pricing, ça veut dire avoir un site qui est clair, qui est responsive, qui correspond au message que ton utilisateur final il veut voir. Donc, c'est assez important de faire ça avant de parler d'acquisition. Une fois que tu as ça, les stratégies d'acquisition, tu en as plein. Ça va dépendre de ta cible, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Ça va dépendre aussi de ta vision. En gros, aujourd'hui, si tu fais du ads, donc la publicité payante, que ce soit sur YouTube, sur Google, sur Facebook, ou la prospection, tu es sur des résultats à court terme, mais qui ne passent pas à l'échelle. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir faire du volume, plus ça va te coûter cher si c'est de la publicité, ou en prospection, plus tu vas devoir faire des comptes, LinkedIn, etc. Et ça va être assez difficile à passer à l'échelle. Par contre, tu as les résultats à court terme assez vite. Tu lances une campagne Wallaxy, dans une semaine, tu as tes premiers clients. Parce qu'en fait, c'est très, très rapide. Tu contactes des gens, tu as des réponses dans les 3 jours. C'est très efficace. Donc, sur ces stratégies-là, c'est bien à court terme. Et ensuite, tu as les stratégies de long terme qui vont être plus liées autour du contenu. Donc, on va être autour du contenu, du branding, de la communauté, qui sont le SEO, donc référencement Google, publier régulièrement sur LinkedIn et mettre en place ce que nous, on appelle la Content Factory. Et du coup, pour revenir à ce dont on parlait, nous, aujourd'hui, dans notre stratégie d'acquisition, vu qu'on n'est pas une startup qui a levé des fonds, on a un budget publicité qui est assez limité, on va dire. C'est-à-dire qu'on est obligé de gérer notre trésorerie. Donc, on ne peut pas arriver et dire on va mettre 4 de publicité pour que le client nous rapporte 1. Aujourd'hui, les grosses startups, c'est ce qu'ils font. Deliveroo, Uber Eats, etc. Ils vont aller chercher un client, ça va leur coûter 4 et il va rapporter que 1. Mais le but, c'est de conquérir le marché. Donc, ce n'est pas grave. Nous, on est sur une stratégie où quand on va faire de la publicité, on a besoin que le client il nous coûte 1 à acquérir et qu'il nous rapporte 2 sur sa vie. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques et tu vas devoir beaucoup plus optimiser. Et pour ces stratégies de coût, tu as des stratégies de long terme qui sont hyper efficaces et qui tournent autour du contenu. Quand je dis contenu, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui apporte de la valeur à ton audience finale et qui te met dans une position d'expertise. Particulièrement si tu fais de la formation. C'est super dur de vendre de la formation parce que tu es là et tu dis, je vais te vendre une formation sur SEO. Ouais, ok, j'ai été consultant SEO dans une agence, mais est-ce que ça fait de moi un expert? Et parmi les milliers de formations dans le SEO qu'il y a, est-ce que je suis la personne à qui tu as envie d'acheter une formation et est-ce que tu es prêt à mettre 100 € dans une formation vidéo que j'ai faite? Ça va être très difficile de vendre ça. Par contre, si tu es dans une stratégie où tous les jours, par exemple, une fois par semaine, tu fais un live sur le SEO et tu invites une personne experte du SEO qui va parler d'un sujet. Donc, comment optimiser son site pour qu'il soit rapide et que Google aime bien, comment construire son robot.txt pour que le robot Google passe et apprécie, comment créer un contenu de qualité, voilà, je passe les détails, mais tu vas avoir à chaque fois des sujets de webinaire. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on a des lives à peu près 2 fois par mois avec un invité qui vient sur un sujet d'expertise. Et ensuite, on va prendre ce live, on va le mettre sur YouTube, donc il va être en replay.
Donc, tous les gens qui vont voir notre chaîne YouTube pour nos vidéos tuto, ils vont avoir le truc qui va être poussé. En gros, on fait une centaine de personnes sur le live, à peu près un millier de vues sur le replay. Et ensuite, ce replay, hop, on le passe en article de blog. Donc, on prend toujours le même contenu et on va le réutiliser pour en faire un article de blog qui résume tous les apprentissages de ce truc-là et qui va être à la fois utilisé sur le référencement Google, c'est-à-dire que tu vas taper cold email stratégie et tu vas avoir l'article qui résume un live qu'on a fait sur le cold email. Il va être poussé en prospection. Donc, nous, on aime bien faire ça aujourd'hui. On va prospecter des gens. On dit, ah, j'ai vu que tu étais BizDev, peut-être que ce contenu pourrait t'intéresser. Et pam, on va apporter de la valeur. Et ensuite, on va découper tous les apprentissages de l'article en post LinkedIn. On va faire la stratégie numéro 1 en cold email pour construire son objet, la stratégie pour avoir des meilleurs taux de clics, la stratégie pour avoir une meilleure délivrabilité, etc. Et on va faire plein de posts qui découpent l'article et dans lesquels, en premier commentaire, on met l'article. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça te permet, à partir d'un seul live, donc par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, tu pourrais très bien prendre l'émission qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça va être un replay, donc les gens vont pouvoir y accéder. Puis ensuite, tu prends le contenu, tu le découpes, tu le reprends en un article de blog que tu références sur Google, que tu envoies à des abonnés à une newsletter et que tu publies sur LinkedIn sous forme de différents posts. Et d'un seul coup, avec un seul contenu, un seul savoir, tu as fait une dizaine de contenus et de formats différents que tu vas pouvoir pousser sur différentes plateformes. Et tu peux pousser le truc encore plus loin en découpant en mini-vidéos que tu vas mettre sur TikTok. Et tu peux vraiment faire plein de choses comme ça qui sont assez efficientes et qui te permettent, avec une petite équipe, de toucher vraiment beaucoup de gens et d'apporter beaucoup de valeur. Et du coup, particulièrement dans la formation, cette stratégie-là de personal, qu'on appelle le personal branding, de marque personnelle, de construire une expertise. Et en fait, si tu as partagé beaucoup de valeur, c'est-à-dire que tu as partagé les meilleurs trucs en SEO, etc., et que tu as donné un peu de ce qui est dans ta formation, tu as donné un peu un avant-goût en disant, bah voilà, on apprend ça, etc. En partageant déjà ce que tu sais un peu gratuitement, les gens vont dire, OK, Youssef, c'est un boss du SEO, j'ai vu 3 lives à lui, 2 replays, j'ai vu son article et tout, super cool, je le suis sur LinkedIn, j'apprends plein de trucs. Là, je veux vraiment aller plus loin dans le SEO, je sais qu'il a une formation, c'est lui que je vais l'apprendre. Et donc ça, c'est vraiment sous-estimé en termes de stratégie parce que ça met du temps à payer et qu'en fait, peut-être qu'il va falloir 1 an et demi avant que vraiment ta stratégie elle soit efficace. Par contre, quand ça paye, c'est exponentiel parce qu'en fait, chaque nouvelle personne qui te suit sur YouTube, qui te suit sur LinkedIn, elle te coûte 0 à acquérir et du coup, ta courbe, elle est exponentielle. Et donc, tu as vraiment des résultats qui sont beaucoup plus qu'on appelle scalables, c'est-à-dire qui passent à l'échelle. D'accord, c'est vrai que ce côté efficient, c'est ce qu'on recherche tous. Et c'est quand je vois, c'est ce que je t'avais demandé en fait en pré-émission où je te dis, n'hésite pas, non. Le but, c'est, on n'est pas des startups qui allons lever 15 millions d'euros. Le but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui se disent, voilà, moi j'ai envie de venir, de m'imposer, mais sans avoir des moyens fous. Et ce concept de Content Factory, donc l'usine à contenu, on voit comment depuis un gros truc, on va dire, un petit live d'une heure ou d'une demi-heure, bah, on peut faire du contenu pour quasi Les toutes canaux. les plateformes, en fait. On voit, Ouais. là, je suis en train de voir LinkedIn, je vois là, on peut même partir sur une newsletter, on part sur l'article de blog, on part sur YouTube, on part sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc, je me dis, en fait, juste avec quelque chose, on peut vraiment conquérir toutes les plateformes. Et en fait, ce côté-là qui est sous-estimé dont tu as parlé, c'est vraiment ce côté créer la confiance, en fait, parce que tu prouves à la personne que tu l'as aidé sur plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, ici, dans le Lead Talk, au début de la saison, j'avais reçu une avocate, mais je l'ai connue parce que j'ai été chercher sur YouTube 2, 3 fois. J'avais besoin de trouver des réponses, ne serait-ce que par exemple pour le RGPD ou quelque chose comme ça. Et chaque fois, c'était elle qui répondait à mes questions. Donc, une fois que je voulais avoir une avocate sur l'émission, c'était sûr et certain que ça allait être elle. Et il y a ce côté la confiance, c'est-à-dire que demain, si j'ai besoin d'une avocate ou j'ai besoin d'une formation en droit, c'est sûr que c'est vers elle que j'irai. Et il y a ce côté-là, confiance qui se crée initialement et qui permet par la suite, comme tu as dit, d'obtenir des résultats de dingue. Après, c'est vrai C'est que ça. la contrepartie, c'est le temps. Ça prend un tout petit peu de temps, mais ça vaut largement la peine. Ça prend un peu de temps, mais en même temps, si tu montes un business et que, je veux dire, c'est bien, Tim Ferriss, c'est la semaine de 4 heures, mais c'est une conséquence, c'est pas une cause. C'est-à-dire qu'au début, quand tu montes un business, il faut être prêt à travailler et à que ça prenne du temps. Et en fait, en 2022, enfin, à l'époque où on vit, c'est super facile, entre guillemets, de lancer un business, mais
il y a quand même un minimum de choses à faire pour y arriver. Et on a tendance à nous vendre les 100 000 euros par mois en 3 semaines. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a beaucoup de régularité, beaucoup de rigueur, tu vois. Et quand tu mets ça en place, c'est ça qui paye sur le long terme, en fait. Et il n'y a personne qui perce en 3 semaines. Il faut du temps pour bâtir ces choses-là. Il faut itérer, il faut mesurer ses résultats, itérer. Et c'est quelque chose d'assez fondamental. Et particulièrement dans la Content Factory, donc dans ce concept vraiment qui est usine à contenu. Donc, en gros, tu as un contenu qui rentre, tu le mets en plein de formats différents. Il y a deux choses, je pense, qui sont assez fondamentales. La première, c'est vraiment la régularité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière permanente. C'est quelque chose, si tu as juste fait un live et 3 posts LinkedIn, ça ne marche pas. Il faut publier plusieurs fois par semaine sur LinkedIn. Il faut maintenir un format avec un live une fois par mois. Il faut tenir ce truc-là et c'est ça le plus dur. Et moi, ce que je conseille, c'est de commencer petit. Tu commences juste avec ton live ou ton émission et le replay YouTube. Voilà, au début, tu fais ça. Puis tu vois un petit peu, tu testes des invités différents, tu fais 2-3 posts LinkedIn juste pour pousser les contenus, pour essayer d'attirer des gens. Tu prends la température et petit à petit, tu ajoutes un canal. Et tu vois, pour te dire, aujourd'hui, nous, par exemple, on sait qu'on peut encore aller faire, on ne fait pas de Twitter, on ne fait pas d'Instagram, on ne fait pas de Facebook, on ne fait pas de TikTok. Ça va sûrement venir dans les mois à venir. On ne fait pas de newsletter sérieuse. Ça va sûrement venir dans les mois à venir, mais on s'est concentré sur faire des super lives, avoir des super replays, avoir des super articles. Et une fois que ça s'est rodé et que les process ils sont en place et qu'en fait, on est capable de créer ça facilement, hop, on ajoute une brique supplémentaire. Et il ne faut pas avoir trop gros ou trop petit. Et le deuxième point, je pense, fondamental dans la création de contenu, c'est de ne pas retenir son apport de valeur. En fait, ce n'est pas se dire « Ah, je fais une formation sur le SEO, donc en fait, si je partage mes meilleures pratiques en SEO, ben, les gens ne vont jamais acheter ma formation. » Ce n'est pas vrai, en fait. Peut-être faut en garder un peu sous la pédale, mais il faut imaginer que quand tu donnes, il y a un principe qu'on appelle le principe de réciprocité, qui est un biais cognitif, et qui dit que si tu as donné à quelqu'un, elle est beaucoup plus à même de te donner en retour. Et donc, si tu donnes de la valeur dans des lives, dans des contenus, etc., elle est beaucoup plus à même de venir acheter ta formation pour en savoir plus. Parce que peut-être que ta formation, si la personne, elle suit tous tes lives, tous tes posts en ligne, tous tes articles, elle aura à 80%. Mais en fait, ta formation, elle est construite pour délivrer un condensé de valeur sur une certaine période. Et la personne, elle veut ça à un moment ou à un autre. Et à chaque fois, elle a eu un aperçu. Et c'est comme lire le premier chapitre d'un bouquin gratuitement. C'est une super stratégie d'acquisition parce que si ton premier chapitre de ton bouquin, il met la personne à fond dans l'histoire, elle va acheter le reste de ton bouquin. C'est le principe de tous les modèles freemium où tu as une version gratuite que tu peux utiliser. Et si ça a délivré la valeur et que tu en veux plus, tu payes pour ça. Et nous, typiquement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On est en train de lancer une version gratuite là, de Walaxy qui va sortir dans le mois de janvier et qui va délivrer la valeur que d'autres outils sur le marché délivrent sur la version payante. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la prospection elle soit accessible à un maximum de gens. Et évidemment, derrière, ce n'est pas juste donner un outil gratuit, c'est tu viens, tu as accès à l'outil, tu peux envoyer 100 invitations par semaine, tu as les mêmes fonctionnalités que les autres plans. Et si tu en veux plus à un moment, bah, tu peux payer pour en avoir plus et tu peux multiplier par 5 ton nombre d'invitations. Mais tu peux avoir une version gratuite que tu peux utiliser où tu vois la valeur, où tu vois comment l'outil marche et tu dis « Ok, ça me plaît, avec 100 invitations par semaine, j'ai tant de clients. Si je prends la version payante, j'ai 5 fois plus, donc ça roule pour moi, je prends la version payante. » Et c'est vraiment ce truc de donner un aperçu de ta valeur à ton prospect pour qu'il dise « Ok, en fait, j'en veux plus et viens pour payer. » C'est vrai que ce côté-là de… Pour revenir juste sur la partie formation, premièrement, les personnes ont souvent peur de donner leur savoir, leur expertise, alors que au final, comme tu as dit, la personne déjà, elle reçoit des infos éparpillées. C'est-à-dire que là, tu lui restructures tout, elle sait Ouais. comment suivre, elle a un plan détaillé. Et puis la personne, généralement, elle n'a pas passé sa vie à te regarder sur YouTube, à regarder toutes tes vidéos, donc elle n'a pas tout ton contenu en tête, elle t'a juste vu passer par-ci, par-là. Et aussi, maintenant, quelque chose que je vois beaucoup venir sur le monde de la formation, c'est le côté accompagnement, c'est-à-dire qu'on offre de plus en plus de support à la formation, c'est-à-dire qu'en plus de ça, bah, tu pourras même l'aider avec un petit Slack ou peut-être un visio une fois par mois, et ça permet aussi à la personne d'être aidée. Et pour ta stratégie ici pour Wallaxy, c'est vraiment, moi je trouve en tout cas c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas si, ben, après je pense que tu as tes raisons, hein, mais est-ce que tu as considéré aussi la question de peut-être faire du freemium, mais avec 7 jours gratuits au lieu de laisser ça, parce que je me dis, mais attends, peut-être qu'il y aura des clients qui auront juste besoin de 100 messages par semaine et ça leur suffira largement, ils ne passeront pas.
je pense que c'est un risque que tu as pris en compte. Mais le modèle freemium, le principe, c'est que tu as une partie de tes prospects qui ne vont jamais convertir. Et c'est pareil, si tu fais du contenu gratuit, tu as probablement des gens qui vont suivre tous tes lives YouTube et qui ne seront jamais clients chez toi de ta formation. Mais c'est des gens aussi qui vont se fidéliser, connaître ton nom. Et un jour, il y a un pote à eux qui va leur dire: ah, tu connais pas, je voudrais me lancer dans le SEO, tu sais pas où je pourrais avoir des infos. Ah bah si, il y a ce mec-là, il fait des trucs trop bien sur YouTube et tout. Et en fait, tu vas avoir cet effet qui est la dernière étape du funnel, justement, dont on parlait tout à l'heure du framework, qui est referral, c'est-à-dire bouche à oreille. Et en fait, tu vas stimuler ton bouche à oreille et donc tu vas attirer significativement plus de gens. Et moi, je m'en fiche. Mon but, c'est d'avoir la moitié de mes utilisateurs qui restent en gratuit. Ce n'est pas grave parce qu'ils ont une valeur qui est délivrée. Et le jour où ils ont besoin d'aller plus loin, ils ne vont pas aller vers un autre outil. Ils ne vont pas chercher sur Google outil de prospection automatisé. Et ils vont dire: OK, bah, j'utilise celui-là gratuitement depuis 6 mois. Là, j'ai besoin de passer en version payante. Je passe en version payante. Et du coup, tu crées aussi un effet de réciprocité, c'est-à-dire que tu as délivré de la valeur à des gens et il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer Walaxy. Il y a plein de gens qui se lancent dans leur business et tout. Et du coup, bah, moi, d'une certaine manière, il y a cet aspect, bah, je leur offre accès à un service gratuit qu'ils peuvent utiliser ad vitam aeternam gratuitement, où ça leur apporte de la valeur. Et du coup, je sais que le jour où ils auront besoin d'une solution qui va plus loin, qu'ils auront besoin de plus de fonctionnalités, bah, ils passeront vers la version payante. Et s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin d'un outil, bah, ils lui en parleront, etc. Et donc, tu vas générer cet effet sur le long terme. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Canva, par exemple. Tu connais Canva? Voilà. Canva, c'est typique. Il y a probablement des dizaines d'outils sur le marché qui font du graphisme aussi facilement. C'est quoi la proposition de valeur de Canva? C'est de rendre accessible la création graphique à n'importe qui. D'un seul coup, c'est devenu super simple de faire des flyers, des cartes de visite, des CV, etc. Même aux gens comme moi qui sont nuls à chier dans tout ce qui est design. Et tu as probablement utilisé Canva pendant des années gratuitement, tu l'utilises peut-être toujours gratuitement. Puis un jour, tu as des personnes, tu as besoin d'une fonctionnalité pro, tu as besoin d'un truc qui est plus pro. Tu vas payer et tu ne vas pas aller voir les autres outils sur le marché qui font ça aussi bien, mais qui n'ont pas ce modèle freemium. Et peut-être que Canva, ils ont 80% de leurs utilisateurs qui sont gratuits, mais les 20% génèrent plus de valeur que s'ils avaient 100% de leurs utilisateurs en payant. Et c'est ça la logique derrière que tu dois avoir aussi dans la formation. Et du coup, aujourd'hui, bah, Canva, c'est une boîte qui vaut 40 milliards de dollars. Donc, le modèle, il marche quelque part. Et je pense qu'il marche pareil. Et aujourd'hui, les gens, tu peux beaucoup plus difficilement les amener sur un site et sans avoir jamais vu la valeur du truc, leur demander de payer. On n'a pas envie. Aujourd'hui, il y a suffisamment de concurrence, il y a suffisamment d'accès à l'information via Google, via les réseaux, pour que tu n'aies pas envie de payer sans savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, ce truc d'apporter de la valeur à ton audience finale, c'est une manière de donner un aperçu de ce qu'il y a dans ton service, dans ton produit, dans ta formation. Et du coup, derrière, de donner confiance. C'est ce que tu disais, c'est vraiment cette notion de confiance. D'accord, c'est vrai que vu comme ça, c'est l'exemple de Canva, pour moi, c'est l'exemple parfait. Moi aussi, je l'utilisais au début gratuitement, puis Voilà. à un moment donné, je devais avancer, donc je l'ai pris en Voilà. version payante. Et Exactement. c'est vrai que pour le côté dans le framework art, on voit qu'à la fin, en termes de stratégie de referral, ce sera peut-être un peu plus long terme ou moyen terme, mais c'est hyper puissant. Donc, je ne sais pas si tu conseilles de commencer directement par un plan comme ça ou laisser faire comme toi, tu as fait exactement avec Wallaxy, c'est-à-dire laisser un peu quelques années ou on va dire au moins quelques temps, le temps de se développer et puis offrir ça. Ça dépend toujours de ton positionnement sur le marché. Si tu vends une formation à 10 000 euros et c'est un truc, tu accompagnes la personne et tout, ce n'est pas forcément ton modèle. Si tu es sur des modèles de volume, c'est intéressant de le faire le plus tôt possible. Et nous, on est en train de le faire, mais on se rend compte qu'on aurait pu le faire au jour zéro et que ça a été une erreur. Tu vois. Donc c'est vraiment à chacun de voir en fonction de sa stratégie. Mais tu ne peux pas monter un business avec une vision court terme. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter un business en disant: ah, mon but, c'est dans 3 mois de gagner 10 000 euros par mois. Peut-être tu vas y arriver, mais il y a des chances que du coup, dans un an, tu ne gagnes plus 10 000 euros par mois parce que tu vas avoir des problématiques de scalabilité. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir en tête dès le début cette notion de content factory, de délivrer de la valeur. Peut-être de commencer par la prospection, qui effectivement t'apporte des résultats à plus court terme, apporte un feedback assez quali à court terme, tout en ayant ça en tête et en prenant les retours pour rapidement commencer à construire cette stratégie de contenu. Et ça peut être vraiment pas grand-chose, ça peut être juste des posts LinkedIn au début, de trucs intéressants sur ton sujet, et de commencer par un canal, de bien le maîtriser et ensuite d'ajouter des canaux. Et ça se vaut dans toutes les stratégies d'acquisition.
Il faut tester des canaux, trouver celui qui marche le mieux, le maîtriser parfaitement et ensuite en ajouter. Et pas chercher à multiplier les canaux parce que tu vas perdre ton énergie et en fait, poster tes articles de blog dans toutes les communautés Facebook de la Terre, c'est pas efficace. Et du coup, il vaut mieux avoir une stratégie quali et dire, OK, je vais construire un groupe Facebook, je ne vais jamais parler de mon service, je vais juste délivrer de la valeur à des gens sur mon sujet de niche. Et à un moment, ces gens-là, ils seront drivés par cette communauté, parce qu'ils apprennent là et ils auront envie d'acheter ma formation. Et du coup, aujourd'hui, il y a vraiment cette approche de pas forcément essayer de vendre absolument, mais d'apporter de la valeur et derrière, ça vend. Et c'est assez contre-intuitif quand tu lances un business, mais c'est ce truc de nous, aujourd'hui, on est dans la boîte, on est 10 à publier sur LinkedIn. Il y en a qui parlent jamais de la boîte, il y en a qui parlent jamais de notre produit. Ce n'est pas un problème parce que nos photos de LinkedIn, on nous reconnaît, on voit qu'on travaille tous chez Walaxy et du coup, on crée cette image de marque de long terme qui est qu'un jour, tu ne connais pas beaucoup de solutions sur le marché. Pourtant, il y a des solutions sur le marché d'automatisation LinkedIn, il y en a une centaine. Et en fait, aujourd'hui en France, on ne connaît quasiment que nous parce qu'on a créé cet effet de marque qui fait qu'on prend de la place. Tu vois. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête dans une stratégie de business rentable sur le long terme. C'est clair, j'ai vraiment rien à rajouter, c'est parfait. Je suis en train de réfléchir. Franchement, on a passé en revue tout ce que je voulais passer en revue. Il y a un truc sur lequel je veux vraiment revenir avant de Mhm. partir. J'ai l'impression que vous avez une équipe hyper cool. Déjà, quand tu m'as dit que vous étiez une équipe de 30 en si peu de temps, c'est vraiment impressionnant. Et j'aimerais savoir le côté recrutement, etc. Une fois qu'on commence à se développer, que le produit marche, comment est-ce que tu fais? Comment tu as fait pour arriver à 30? Je ne sais pas en combien de temps, mais comment tu as pu faire ça? Et surtout, je suppose que tu as fait quelques erreurs, les conseils que tu pourrais donner aussi. Ce qui est sûr, c'est que au début, quand tu lances ta boîte et que tu es que fondateur, donc il n'y a que toi ou il n'y a que tes associés, 100% de la valeur, elle est délivrée par les gens qui ont le business dans la tête et qui ont des billes, on va dire, dans le business, qui ont un vrai intérêt à ce que ça marche. Quand tu commences à recruter, tu as une sorte de changement qui se fait, qui est d'un seul coup, il y a une partie des gens qui ne sont pas fondateurs, qui doivent aussi délivrer de la valeur. Et d'un seul coup, ta valeur, toi, personnelle, que tu délivres chaque jour, elle est diluée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je travaille 1 heure de plus ce soir, et je représente 1/30 des effectifs. Donc, c'est dilué, c'est-à-dire que ça a un impact qui est risible. Et donc, tu dois arriver à trouver, en tant que fondateur, quand tu commences à grandir ta boîte, si c'est une stratégie, ce n'est pas la stratégie de tout le monde, hein. Il y en a qui peuvent vouloir rester sur des petits business. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Alors, c'est quelque chose de très personnel qui est à définir intérieurement de est-ce que j'ai envie de gérer des gens. Et c'est un sujet, parce que gérer des gens, c'est compliqué, que ça amène plein de problématiques. C'est aussi merveilleux, ça dépend comment tu vois le truc, mais il y a pas mal de problématiques associées. Et quand tu commences à avoir ces gens-là, c'est eux qui vont délivrer la valeur à ta place. Et du coup, le choix le recrutement, la stratégie de recrutement, ce n'est pas quelque chose où tu te dis, ouais, je vais mettre une annonce comme ça, puis je prends le premier qui vient. Tu dois vraiment construire un process et le plus tôt possible avoir un process de recrutement. Pour ça, moi, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Je conseille un bouquin qui s'appelle Who, donc WHO, qui est le bouquin de référence sur le recrutement et qui t'aide à mettre en place un process de recrutement dès le départ hyper carré et qui te permet d'éviter un maximum d'erreurs et principalement en cherchant, en t'aidant à définir bien qui tu veux recruter. C'est fondamental. Tu ne recrutes pas quelqu'un et tu dis il fera peut-être ça. Non, il faut que ce que tu veux qu'il fasse soit super clair. Ensuite, ce que tu cherches chez lui, donc en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de soft skills. Donc vraiment, c'est quoi ta culture, c'est quoi sa personnalité, quels sont les gens qui vont bien travailler avec toi, à quoi tu veux que ta boîte elle ressemble et du coup à quoi tu veux que les gens ils ressemblent dans ta boîte. Et tu dis, tu vois, nous on s'éclate, on a une super équipe, mais parce que la notion de fit culturel, elle est fondamentale. Et il y a 1 personne sur 2 qu'on n'a pas prise dans les entretiens, c'était pour des fits culturels, c'est-à-dire une personne elle peut être excellente, on sent qu'elle ne va pas être à sa place dans notre univers et nous on a besoin qu'elle soit 100% à sa place dans notre univers parce que c'est comme ça que les personnes elles brillent. Et du coup, on a besoin que pour briller, peu importe ses compétences techniques, avant tout, il faut qu'il y ait un fit culture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et ensuite, dans un recrutement, le recrutement, il ne s'arrête pas quand tu as signé le contrat de la personne. Le recrutement, il commence en fait quand tu as signé le recrutement de la personne. Et au moment où elle arrive dans ton équipe, le sujet de l'onboarding, de former la personne, il est fondamental. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié des échecs de recrutement qui sont liés
au fait que la personne, elle arrive, mais en fait, bah, personne ne l'attend parce que le jour J, tu as oublié qu'elle arrivait, elle n'a pas de bureau prévu, elle n'a pas d'ordi prévu, elle ne se sent pas accueillie, tu n'as pas prévu de lui expliquer des trucs, tu attends, tu dis OK, fais ça. Et nous, on a fait plein d'erreurs comme ça et on s'est rendu compte que ce sujet de l'onboarding, de faire en sorte que quand la personne, elle arrive, elle est attendue, elle se sent attendue comme quelqu'un qui va apporter de la valeur à l'entreprise, etc. C'est fondamental. Et ensuite, de la former vraiment en essayant de faire un suivi le plus régulier possible au début pour dire, OK, où est-ce que tu en es? Comment je peux t'aider? Voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça, etc. Et l'accompagner pour qu'elle soit le plus vite possible 100% opérationnelle sur son poste. Et ça, c'est un enjeu d'entrepreneur parce que une fois qu'elle est 100% opérationnelle sur son poste, tu peux t'occuper d'onboarder d'autres personnes, tu peux retourner à tes tâches opérationnelles, mais il ne faut pas négliger le fait que, parce que tu as des trucs à faire, et oui, quand tu recrutes, tu as toujours des trucs à faire à côté, tu dois dire, OK, elle va se débrouiller. Non, il faut prendre du temps pour le faire parce que c'est l'enjeu de comment ta boîte elle va grandir après, comment elle va se structurer et comment les gens avec qui tu travailles ils vont délivrer ou non ce que tu attends. Et en fait, c'est vraiment ce pivot qui est difficile de je suis entrepreneur, 100% de la valeur, elle est délivrée par moi. D'un seul coup, il y a d'autres personnes et du coup, la valeur, elle est plus que délivrée par moi. Et donc, moi, mon travail, c'est plus que de délivrer de la valeur, c'est de m'assurer que les gens avec qui je travaille, ils délivrent la valeur qu'ils peuvent délivrer. Et c'est ça la difficulté du coup. Donc ça, c'est vraiment un truc, mais le bouquin Who est vraiment exhaustif sur ce sujet, est vraiment très intéressant. Et donc, si vous devez recruter, passez par ce bouquin avant, c'est vraiment essentiel. Et juste pour revenir sur est-ce qu'il faut recruter, moi, j'aime bien dire que tu recrutes quand ça fait mal. Je te donne un exemple. Notre premier recrutement, c'était donc, on avait une alternante qui était là sur la partie acquisition, on va dire SEO et publicité, justement. Notre premier recrutement, c'était un support. Et on a recruté un support quand c'était devenu un full-time job de faire un support. Donc, on était 2 fondateurs à faire le support. Et un jour sur 2, il y en avait un de nous 2 qui faisait rien d'autre que du support. On avait 2000 clients, plus de 2000 clients, et on faisait 100% de support notre journée. Et au moment où ça fait mal, là, tu dis, OK, là, ça commence à être trop. On va recruter quelqu'un pour le faire. Et je pense que c'est une bonne stratégie, surtout dans les stratégies solopreneurs, de dire, OK, je recrute quand vraiment je ne peux plus le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à travailler 16 heures par jour, mais ça veut dire, OK, si j'ai une bonne journée, 9-10 heures de travail par jour, si ça augmente significativement mon temps dans la journée, c'est que je ne peux plus le gérer. Ça y est, il faut que je recrute quelqu'un. Et là, c'est bien définir qui je veux en termes de compétences, qu'est-ce qu'il va faire, le fit culture, et ensuite, j'engage mon processus de recrutement. D'accord. Et ici, c'est assez clair. J'avais une petite question pour l'onboarding. Est-ce que tu as une idée du temps que ça prend généralement est-ce qu'il faut vraiment être derrière à tout moment ou juste voilà, une petite demi-heure par jour, faire le point avec ou une demi-heure semaine, c'est suffisant? Qu'est-ce que tu as comme conseil à ce niveau-là? Ça va dépendre des postes. Nous, dans notre process de recrutement, déjà, on a une phase qu'on appelle le pré-onboarding, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tous les process d'entretien, que c'est à peu près OK, on te fait une proposition de salaire et on dit OK, maintenant, l'étape finale, c'est que tu viens passer une journée chez nous. Et tu vas passer une journée chez nous et ça va te diminuer tout ton stress de candidat parce que tu viens, tu ne travailles pas, tu vas juste voir à quoi elle ressemble notre culture, où est-ce que tu vas travailler, tu vas voir les différents postes clés de la boîte qui vont te montrer, bah voilà, moi je fais ça, ils vont prendre chacun 30 minutes avec toi pour t'expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent, etc., comment la boîte se structure. Du coup, à la fin de ta journée, déjà, en général, ça se passe quelques semaines avant que tu viennes prendre ton poste. Tu as une vision claire de qui est qui fait quoi, à quoi la boîte ressemble, c'est quoi la culture, c'est quoi les enjeux, etc. Donc ça, c'est pas mal parce que tu arrives le premier jour avec beaucoup moins de stress. Et tu sais, voilà, tu n'as pas ce truc de j'arrive dans l'inconnu. Tu arrives dans un truc connu. Ton seul inconnu, c'est qu'est-ce que tu vas faire le jour 0. Et pareil, après, tu as un petit mail 2-3 jours avant qui t'explique à quoi vont ressembler tes premières semaines. Et ensuite, à ton arrivée, ça va vraiment dépendre des postes. Typiquement, nous, aujourd'hui, au niveau du support, je prends un exemple support, c'est là où notre process il est le plus carré, parce qu'on est très exigeant. Il faut 3 mois pour qu'une personne elle soit à 90-95% opérationnelle sur le support. Donc, dans ces 3 mois, il y a des audits. Donc, la personne, elle a déjà les 2 premières semaines, elle suit une formation donnée sur les questions de support. Elle a des quiz, elle a des exercices de consommer du contenu sur notre blog, etc. Donc, 2 semaines très intenses où elle doit assimiler un maximum de choses et où elle fait des petits quiz pour s'évaluer. Et ensuite, elle commence à prendre le support. Et là, la manager, elle est full dispo pour aider les différentes personnes qu'on vient d'aborder au support, pour répondre à leurs questions, pour les aider sur les conversations difficiles, leur expliquer comment il faut faire, quoi, etc. Sachant que notre support est à 100% chat. Et ensuite,
il y a un suivi hebdomadaire où en gros, les personnes elles sont auditées toutes les semaines. Donc, nous, vu que c'est 100% via un chat, on va checker les conves des différents supports et on leur fait des retours. OK, là, c'était super. Là, tu aurais pu répondre ça. Là, tu vois, il existe tel truc pour t'améliorer, etc. Et on va faire des retours le plus constructifs possible de manière systématique. Et en gros, une fois toutes les 2 semaines, tu as un entretien une trentaine de minutes avec la manager du support qui te fait un débrief des 2 dernières semaines. Donc, tu vois, ça, c'est sur 3 mois, grosso modo. Donc, c'est à ça que ressemble notre onboarding chez nous. Mais après, on a beaucoup itéré. Ce n'est pas ça au début. Là, c'est vraiment l'onboarding le plus quali que tu puisses faire. Ça va dépendre des postes. Si y a un poste de rédactrice SEO, rédacteur SEO, tu vas avoir un peu moins d'exigences. Ça va être un peu moins carré. Tu vas écrire tes premiers articles. On va faire des retours sur tes articles, etc. Donc, ça dépend vraiment des postes. D'accord, parfait. C'est assez clair, c'est très très complet. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de Avec plaisir. toutes les étapes qu'on peut rencontrer quand on veut scaler son business, tout en restant bien sûr très très efficient, c'est-à-dire on n'est pas là, on ne prend pas le côté startup où on a des millions. C'est une bonne stratégie, mais ici pour cet épisode, on n'a pas choisi cette Non, mais c'est super cool parce que c'est pas forcément la manière avec laquelle ces sujets-là ils sont abordés, cette notion d'efficience. Et moi, j'adore, je suis full loi de Pareto. Comment tu fais pour, avec 20% des efforts, tes 80% de résultats? Et du coup, je trouve ça super intéressant de venir aborder ce sujet en se mettant à la place d'un solopreneur et en se disant, OK, comment je peux grossir un business en termes d'acquisition de produits, de services, en étant tout seul ou en étant deux, avec un minimum de moyens. Et aujourd'hui, c'est vraiment faisable de le faire, mais il faut juste les bonnes stratégies. Donc, c'est super cool d'avoir abordé ce sujet de la croissance sous cet angle-là, efficience. Parfait. Merci beaucoup, Toinon. Enfin, deux derniers trucs avant de se quitter. J'aimerais d'abord te demander si tu connais quelques personnes inspirantes qu'on pourrait Mhm. recevoir ici sur cette émission. Ouais, bah moi, je gravite pas mal dans un écosystème LinkedIn. Je suis très, très actif sur LinkedIn. Et du coup, il y a beaucoup de personnes que j'aime bien sur ces sujets-là, en plus solopreneurs. Alors, tu as Benoît Dubo qui est très axé plus startup, mais tous les sujets du growth marketing. Et c'est lui qui nous a initié à la Content Factory. Donc, je le remercie et il saura venir couvrir ce sujet sur un autre angle, c'est sûr. Thibault Louis qui a percé récemment sur LinkedIn, qui a fait tout un travail sur les solopreneurs que j'aime beaucoup. Et je dirais, pour un sujet peut-être un peu plus growth hacking, pour ceux qui veulent un sujet growth hacker, mais qui est un growth hacker no-code, donc qui fait tout avec des outils sur le marché, qui a une expertise technique vraiment cool et vraiment intéressante, je pense, pour ton audience. Parfait. Ça a juste coupé pour cette Ah, partie-là pour le troisième. Donc, je veux ok. couper mon message. Mais si tu peux juste me redire. Après Ouais, Thibaut, lui, c'était bon. Donc, il me semble on ok, recommence le troisième. ça marche. Du coup, le dernier, c'est Kevin Dufresne, qui est un growth hacker no-code. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une expertise technique très poussée en termes de growth hacking, mais avec que des outils existants sur le marché. Donc, tu n'as pas besoin de compétences de code et lui, il va te délivrer de la valeur sur, OK, tu veux aller trouver des clients sur tel annuaire, les scraper pour ensuite les mettre dans un outil d'enrichissement et les contacter sur une ligne, etc. Et on a un webinaire bientôt avec lui courant janvier. Et c'est vraiment cool ce qu'il propose. Donc, ça serait un super invité, je pense. Parfait. Dernière petite question, toi, non. Où est-ce que je pourrais te retrouver? Où est-ce qu'on Sur pourrait te LinkedIn, contacter? 100% sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages, on va dire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. J'en ai un paquet. Et du coup, vous pouvez m'ajouter. J'accepte tout le monde sur LinkedIn et on peut discuter ensemble avec grand plaisir. En C'est tout cas, Tournon Georget. toi, non, Georges. On mettra le lien en dessous. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour toute la valeur que tu nous as apportée. C'était hyper Merci cool. à toi. Une belle petite Super discussion. cool. Et je te dis, à mon avis, on se reverra bientôt. Donc, je te dis à très bientôt. Et encore une fois, ciao, ciao. Avec plaisir. À bientôt. Salut, Youssef.